Donc alors encore une fois, on retrouve cette vidéo sur YouTube directement, où l'objectif, voilà, ce sera de faire une série de codes. Donc on sort un peu de ce qu'on a fait en premier. C'est-à-dire en premier, ça a été vraiment du pur thème de code, où on a vu voilà, quelques thèmes qui nous semblaient intéressants à aborder. Là, aujourd'hui, ça va être de faire une vraie série de codes, en fait, tout simplement. Avec réponse directement derrière le complément. Et surtout, pas hésiter à poser des questions si la correction n'a pas été assez explicite. Et pareil, donc, alors j'avais dit dans les précédentes vidéos que sur YouTube, on pouvait poser des questions. Le problème, c'est vu qu'on met les vidéos tout public, c'est-à-dire même pour les enfants, enfin les enfants, ce qu'ils appellent les enfants, c'est en dessous de 18 ans, automatiquement, ça empêche les commentaires. Donc, s'il y a des questions, il faut vraiment penser à les poser en direct dans le chat, en fait, hein, tout simplement. Et Johan y répondra. Notre expert. Normalement, on a 2 experts, normalement. Ça devrait bien se passer. Je ne suis pas expert en quoi, mais… Oh putain. C'est qui Et Vara, c'est une élève de quelle agence? Chez toi, à Chambéry? On peut poser la question. Alors, attends, on va permettre de parler. Non, parce que c'est bien de voir, tu sais, parce que je ne connais pas les élèves de toutes les agences. J'en connais pas mal sur Lyon, Saint-Étienne, Chambéry un peu moins, Valence. C'est vrai que c'est bien de savoir quelle agence répond le plus. Normalement de pouvoir parler si tu actives ton… On va rétablir le son. Bonjour. Ah voilà, bonjour. Bonjour. Je suis l'auto-école de Saint-Étienne. D'accord. Ok, avec Pauline. Ok. Oui. Avec Pauline. Alors, t'attends quoi un petit peu de ce cours, toi, pas particulièrement? Je sais pas. Bonne réponse. Parfait. T'as pu participer aux 2 premiers? Oui. D'accord, ok. T'avais des questions par rapport aux premiers ou pas spécialement? Pas seulement. Non? Non. Ok. Bon, de toute façon, là, le but, comme on avait dit, hein, ça va être de faire une série de codes avec le thème des routes de montagne et rouler de nuit. Rouler de nuit, ouais. Donc, avec questions et réponses automatiques derrière, surtout en expliquant. Voilà, donc ça permet de vraiment avoir quelque chose de plutôt correct et tout ça. Donc, on te coupe le micro parce que logiquement, ça devra arriver et puis on reprendra un peu plus tard. Donc, pareil, n'hésite pas à nous poser des questions voilà, par écrit directement dans le petit chat. OK? Ok. Allez, à tout de suite. Bon, la montagne, il n'y en a pas trop à Saint-Étienne, mais bon. Voilà. Alors, attends. Hop là. Il y a encore d'autres personnes, Johan? C'est encore un peu timide. C'est timide. Pas être timide, les enfants. Bon, écoute, c'est 15h, donc on va commencer. Il y en a qui vont arriver en cours de route. Ah, écoute, hein, ils arriveront en cours de route, tout simplement. Alors donc je reprends hein, parce que je vais couper à partir de là pour reprendre tout simplement. Donc aujourd'hui, ça va être une série de codes sur route de montagne et rouler de nuit, donc avec Yannick qui cette fois-ci, on est quasiment à côté. Hein. Ouais, on est quasiment pas loin. Moi chez moi et lui chez lui. Donc voilà, donc là le but ça va être de non pas faire une série de codes bêtes et méchants, on va être clair, ça va être d'avoir quelques questions et surtout d'avoir des réponses relativement claires, c'est-à-dire et de pouvoir aller un peu plus loin que la simple réponse à la question. Le but c'est de rebondir. Donc là pareil, il faut à poser des questions par rapport à ça. C'est vraiment développé par rapport à la question, en sachant que c'est des questions spéciales Drive 9 aussi, hein, qu'on a créé spécialement pour l'événement.
Après, surtout, si dans l'explication, on n'est pas assez explicite, bien poser les questions pour qu'on puisse y répondre du mieux possible. Ne pas rester sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Surtout pas. Exactement. Alors, donc on va commencer par la première question. Alors, dans cette situation, je baisse mon pare-soleil, je mets des lunettes de soleil, je réduis mon allure ou je m'arrête. Bon alors, on va reprendre, on va faire un petit peu comme un élève devrait faire en fait pour répondre. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette route en fait? Il n'y a pas de problème de visibilité lié à la route ou lié à des encombrements ou quelque chose qui empêcherait la bonne circulation, on va dire. Mais là, c'est par rapport au soleil, à la luminosité. On est d'accord? Alors, dans un premier temps, Johan, pareil, quand on fait un test de code, déjà la première chose à faire, pour donner un petit conseil au départ, on a souvent la réponse soit dans l'image, soit dans la question. Il y a souvent un mot important dans la question ou un élément important dans l'image. Là, on me dit dans cette situation, donc là, il faut bien prendre en compte toute l'image. Et là, on voit le premier élément qu'on voit au départ, c'est le soleil, automatiquement. Donc là, on va se baser par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on ferait quand on a le soleil comme ça en face de nous et répondre, c'est une question de logique, c'est répondre par rapport à ce qu'on voit dans cette situation. Donc là, dans un premier temps, on me dit je baisse mon pare-soleil. Donc le pare-soleil sur la voiture, il est fait automatiquement pour pouvoir éviter d'avoir le soleil dans les yeux. Parce qu'il faut savoir que quand on a le soleil dans les yeux, avant que notre vue se rétablisse, il faut compter environ 10 secondes déjà. Donc si on a déjà le pare-soleil, ça va limiter un petit peu, cette perte de visibilité. Alors, petite précision, vous pouvez, donc il y en a d'autres qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à nous donner les réponses dans les questions-réponses. Vous pouvez nous envoyer des réponses ou des questions. N'hésitez pas à envoyer ce que vous répondrez, en fait, dans le premier temps. On va laisser un laps de temps entre la question, le temps de les laisser répondre aussi, et développer dessus. Exactement. Donc, c'est 5 secondes par personne. Non, on va aller un peu plus vite. Ouais. En 3 secondes, on peut répondre quand même. Alors, donc, si on reprend, donc, je baisse mon pare. Alors, dans cette situation, je baisse mon pare-soleil, je mets des lunettes de soleil, je réduis mon allure et je m'arrête. Donc, si on développe, ça serait quoi alors? Tu as des réponses déjà? Alors, donc les réponses A, B et C, tout simplement. Déjà, c'est ce qu'on disait. Donc, on baisse le pare-soleil pour avoir un maximum de visibilité et pas être ébloui, parce qu'on va avoir un risque d'éblouissement. Le fait de mettre les lunettes de soleil, alors, les lunettes de soleil, c'est pareil. Après, il y a plusieurs catégories de lunettes de soleil avec des indices. Attention, indice 4, au-delà, on n'a pas le droit de conduire avec. C'est interdit parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Là, dans ce cas précis, on parle de lunettes de soleil classiques, comme on peut tous avoir tous les jours. Donc, on va mettre aussi les lunettes de soleil pour éviter d'être ébloui. Il y a des personnes qui ont des yeux beaucoup plus sensibles que les autres. D'accord? Donc, dans ce genre de situation, quand on a les yeux beaucoup plus sensibles, le pare-soleil est un élément important, mais les lunettes de soleil vont être le deuxième élément très important pour vous permettre, pour vous éviter d'être ébloui. Donc, les deux. Et forcément, vu que je suis ébloui par rapport au soleil, je vais réduire mon allure. En aucun cas, je m'arrête. Si je m'arrête, c'est parce que je n'ai plus de visibilité du tout. Là, ce n'est pas le cas. On a quand même de la visibilité, donc on ne s'arrête pas, mais on réduit son allure par rapport à la visibilité qu'on a. Et la visibilité qu'on va avoir vers l'avant et vers l'arrière, toujours, devant et derrière. Et là, d'ailleurs, on dit un petit peu, si je veux m'arrêter maintenant parce que j'ai envie de voir un petit peu la rivière qui passe en dessous, je peux m'arrêter ou pas, en fait, du coup? Impossible de s'arrêter, c'est interdit parce que le croisement déjà est difficile avec la montagne sur la droite et le fossé sur la gauche, pour ça qu'il y a une barrière de sécurité. Donc le croisement est déjà difficile, donc l'arrêt est impossible, est interdit pour ne pas gêner la circulation, bien sûr, et pas se mettre en danger et pas mettre les autres en danger. Voilà, tout simplement. Ok.
Donc pareil, hein, si vous avez des choses à voir par rapport au diapo, vous n'hésitez pas à nous envoyer une petite question. On se fera une joie de revenir hein, ou de. On reviendra dessus. On reviendra dessus. Alors, dans cette situation, on se met en gros, voilà, à la place, pas à la place à la place d'un motard, on va dire, hein, on va changer un petit peu. Dans cette situation, j'accélère, je serre le bord droit, je reste le long de la ligne médiane ou je klaxonne. Sympa. Là, c'est une question de logique aussi. Alors, motard ou voiture, hein, c'est pareil. Ça reste la même situation de toute façon. Encore une fois, le code, ça reste de la logique. C'est-à-dire que vous réfléchissez normalement et ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a le temps de répondre. Si on prend les indices importants, on a le temps de répondre. Ok, donc là, ça devrait être suffisant. Alors, donc là, les réponses, j'accélère certainement pas. On va éviter. Hein. Alors c'est pareil, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devez aller à la vitesse qui vous permet de vous arrêter dans votre champ de vision. Ça veut dire que si vous avez, bon, je vais exagérer, mais si on ne voit pas à plus de 5 mètres ou de 4 mètres, on doit aller à la vitesse qui permettrait de s'arrêter sur 4 ou 5 mètres. Donc là, on est de l'ordre de 20 km/h ou 15 km/h même. Ouais, mais ça reprend un peu ce qu'on disait dans le dernier cours pour ceux qui sont venus au dernier cours quand on parlait de la vitesse à adapter en fonction de la visibilité qu'on avait sur les intersections. Là, on revient un petit peu au même. Hein. On a un manque de visibilité, donc on va adapter son allure en fonction de la visibilité qu'on va trouver, d'accord? Et pour qu'on puisse réagir le plus rapidement possible et pouvoir s'arrêter si on doit s'arrêter. Donc l'allure, il n'y a pas d'allure précise, parce que souvent on nous demande est-ce qu'on va rouler à 20, à 30, à 10? Après, c'est l'allure qu'on devra adapter par rapport à la visibilité qu'on a, tout simplement. Donc si on juge que c'est trop haut et qu'on n'aura pas la place de s'arrêter ou pas le temps de s'arrêter, on va rouler moins vite. On va ralentir. Après, je serre le bord droit, donc c'était la réponse bien évidemment, le but étant de faire attention justement à ne pas avoir une personne qui arrive en face et qui, donc en moto, nous faucherait ou qui nous rentrerait dedans en voiture. En sachant que souvent, dans les virages un peu, quand on arrive dans l'autre sens, là, ce virage par exemple, donc on arrive de l'autre côté des motos, on peut avoir des motos qui se mettent sur l'axe médian et en fait dépassent sur votre chaussée, sur votre côté de la chaussée. Et le risque, en fait, ça serait de percuter un motard, non pas parce qu'il va rouler sur notre côté, mais parce que il y aura le haut de la moto qui ira sur notre côté. Alors, je sais pas si Quand ils prennent le virage, ils se penchent automatiquement pour basculer la moto, pour prendre le virage. Donc, automatiquement, le corps de la moto, s'il est trop près de l'axe médian, à ce moment-là, le corps du motard va dépasser sur votre voie. Et c'est ce qui peut arriver aussi en route de montagne ou sur des routes classiques, peu importe. Exactement. Ensuite, je reste le long de la ligne médiane. Voilà, c'est exactement pour ça. C'est que si on reste le long de la ligne médiane en moto, notamment, c'est là où il peut y avoir des problèmes. Et en voiture, voilà, c'est dans le sens contraire où on aurait un motard qui pourrait s'encastrer dans la voiture, tout simplement. Je klaxonne. Il n'y a pas de danger immédiat. Voilà, il n'y a pas de situation d'urgence. Mais ça va être, voilà, ça va être une situation où il faudra faire attention. Alors, le klaxon sur des routes de montagne ou sur des chemins de campagne ou peu importe, où on n'a aucune visibilité derrière, par exemple, s'il y a un pont à sens unique, par exemple, là, à ce moment-là, on va avertir qu'on est dedans en klaxonnant. Là, c'est une situation immédiate de danger. Et là, dans cette situation, on va klaxonner. Là, dans la situation là qu'on retrouve ici, il n'y a pas besoin, on a quand même de la visibilité devant. En serrant le bord à droite, on va avoir un maximum de vision. Donc, il n'y a pas besoin de klaxonner. La personne qui arrive en face nous verra aussi. Voilà. Mais après, c'est surtout, il faut vraiment adapter son allure et coller à droite. Ok, donc voilà. Alors, on passe à la prochaine. En entrant dans cette roue ouvrage, je vais arriver à parler. Je peux utiliser la voie de gauche, j'allume mes feux de croisement, j'allume mes feux de position ou j'accélère et où j'accélère. On va laisser quelques secondes. De réflexion. Ouais.
Tu as des réponses un peu sur le chat là? Ou non? Pour l'instant, non, ils sont timides. Ils sont timides. Non, bah, ils écoutent la réponse, c'est bien. Au moins, ils restent. Alors, on va donner la réponse donc. Ah. Réponse B, j'allume mes feux de croisement, tout simplement. Alors, juste, première chose, juste là, on parle parce qu'il y a un élément. Tout à l'heure, je parlais de l'élément important. Beaucoup de gens se posent la question. Alors, sur tous les bureaux où j'ai été, hein, elle revient systématiquement, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon ou à Valence, peu importe. C'est le mot ouvrage. Parce que là, tout le monde dit un tunnel, enfin peu importe, mais c'est sur le mot ouvrage. Alors, quand on parle d'ouvrage, c'est quelque chose qui fait partie, entre guillemets, du décor. Donc l'ouvrage, on peut parler d'ouvrage d'art, par exemple. Voilà, vous allez le retrouver dans le code. Quand on parle d'ouvrage, ça va être un tunnel ou un monument. Voilà. Alors, je peux utiliser la voie de gauche. Bon, ben là, encore une fois, ça va être quelque chose de logique. On va regarder en haut l'affichage. On voit bien que d'un côté, il y a une flèche verte. Donc, le vert, ben, dans toutes les situations, c'est une autorisation. Et de l'autre côté, une croix rouge. Bon, jusqu'à preuve du contraire, dès que c'est rouge, ben, c'est danger. Et une croix, ben voilà, c'est une interdiction. Donc voilà, il faut rester logique. J'allume mes feux de position. Alors, de nuit, on va dire, donc là, c'est dans l'obscurité. Il y a à certains endroits où on pourrait allumer les feux de position, mais c'est uniquement quand c'est en aglo. Quand c'est bien éclairé. En aglo bien éclairé, ouais. Voilà. Donc là, c'est pas du tout le cas. On rentre dans un tunnel, c'est pas le cas. Et dès j'accélère, non, rien que pour s'adapter justement à la luminosité, il faut se dire que voilà, on n'est pas là pour accélérer dans un tunnel. De toute façon, on respecte les limitations et on se cantonne à ça. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la luminosité, tout à l'heure par rapport au soleil. Là, vous rentrez dans l'ouvrage d'art, d'accord? Quand on rentre dedans, c'est pareil, ça va être l'effet inverse parce qu'on va passer de la lumière à l'obscurité. Donc, il va falloir que nos yeux se réadaptent à cette lumière, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas accélérer, mais même plutôt ralentir. Le temps que nos yeux se réadaptent à la vision qu'on aura à l'intérieur. Voilà. Alors, question suivante. Donc là, ici, on voit une camionnette dépassant. Avec un super beau clignotant. Avec le clignotant, qui va bien. Voilà. Franchement, il envoie du lourd, celui-là. Donc, il dépasse, il a bien mis son clignotant pour se rabattre, n'est-ce pas? Il y a une personne qui vient dans l'autre sens à vélo. Ou à vélo. À pied. Ou à pied. Ouais, peu importe. Vélo ou à pied? Bon, bref, un des deux. Bref, on s'en fout. Il est sur un mulet. Le véhicule précédent, donc la camionnette, a dépassé en toute sécurité, se rabat en sécurité, est en infraction ou est en délit. Donc là, pareil, un petit temps de réflexion. Voilà. Et la réponse C, est en infraction. Alors, si on parle des deux premiers, déjà, à dépasser en toute sécurité, on voit que le virage est serré. Il y a un piéton de l'autre côté ou un cycliste. Enfin bon, je pense que ça paraît relativement évident. Se rabat en sécurité non plus. Si tu veux développer un petit peu là-dessus? En fait, il ne se rabat pas en sécurité parce que déjà, il a dépassé, il n'est pas en sécurité quand il a dépassé, ça c'est sûr. Puis il y a le virage, il y a le piéton, il y a un pont, donc il n'y a aucune visibilité. Et quand il va devoir se rabattre comme là, il se rabat beaucoup trop tôt en fonction du véhicule. Donc, c'est-à-dire, il n'y aura plus la distance de sécurité. En sachant que c'est un camion à côté et qu'un camion met beaucoup plus de temps qu'une voiture à s'arrêter. En règle générale, si on parle d'un poids lourd chargé va mettre 4 fois plus de temps qu'une voiture à s'arrêter. Là, le problème, c'est qu'il va se rabattre juste devant lui, donc il va surprendre le conducteur du camion. Donc là, à ce moment-là, ça peut créer un accident, voire un suraccident avec le piéton qu'on a sur la gauche. Donc là, il ne se met ni lui en sécurité, ni les autres usagers de la route, que ce soit le conducteur du poids lourd ou le piéton sur la gauche. Donc voilà. Et là, alors justement, il y a souvent une réponse qui revient, la différence entre une infraction et un délit. Et un délit. Alors,
L'infraction, tout simplement, alors après, c'est pareil, hein. Celui qui a ouvert son livre de code, normalement, il a vu. L'infraction, en fait, c'est ce qui va être passible d'une amende, tout simplement. On aura une amende, voilà, on va être sanctionné par rapport à quelque chose qu'on a fait au volant de notre voiture, donc on sera sanctionné, mais financièrement par rapport à une amende ou des points. Le délit, la différence, c'est que ça va être passible du tribunal. C'est plus l'agent verbalisateur, parce que dans l'infraction, c'est l'agent verbalisateur qui va verbaliser. Par contre, le délit, ça va être un juge d'application des peines, d'accord, quand on va passer au tribunal, qui va nous mettre la sanction. Et elle va être beaucoup plus importante parce que quand c'est un délit, elle sera beaucoup plus importante. Juste pour faire un parallèle, souvent on parle, oui, il ne s'est pas arrêté, est-ce que c'est un délit de fuite ou est-ce que c'est un refus d'obtempérer? Le délit de fuite, ça n'a rien à voir avec ça. Ça va être un refus d'obtempérer parce qu'on lui a demandé de faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Par contre, le délit de fuite, c'est par exemple quand il a causé un accident mortel ou corporel et qui s'est échappé, ou matériel même, hein, et qui s'est échappé. Là, on sera sur un délit, mais de fuite. Et s'il y a le mot délit, c'est toujours passible du tribunal. Voilà. Donc là, typiquement, ça aurait été dans le cas où le camion fauche le piéton, par exemple, parce qu'il ne s'est pas rabattu, et, et il ne s'arrête pas, ou même s'il s'arrête, ça peut être un délit. C'est un délit quand même. C'est un délit quand même parce qu'en fait, c'est lui, c'est sa responsabilité qui est encourue. Donc, soit s'il touche le piéton ou qu'il touche le poids lourd, là, il ne sera plus en infraction, il sera en délit. Parce qu'il a dépassé pas en sécurité du tout, d'accord? Et qu'il a mis un usager de la route en danger. Donc là, ce sera un délit. Et pareil, je rebondis un petit peu quand tu parlais des camions. Il y a un peu en ce moment pas mal de poussettes de la part de camions. Ouais. Une poussette, c'est quoi? C'est simplement le camion qui va pousser la voiture de devant. C'est-à-dire sur autoroute ou n'importe, il va légèrement le bousculer, on va dire. Donc, Ouais. c'est ultra dangereux, mais c'est ce qui peut arriver sur autoroute, soit dit en passant. Le problème, c'est que la personne de devant a peur, elle freine. Ou alors, une personne qui fait que de poisson au camion, il freine, il se fait rentrer dedans. Dans les deux cas, c'est le camion qui est en tort, ou dans un cas, il y en a un où il avait qu'à pas freiner d'un coup, le camion, c'est un petit peu la limite en fait. C'est le camion qui va être en tort parce qu'il doit être maître de son véhicule. Donc, dès qu'on va toucher par un véhicule à l'arrière du véhicule, on sera en tort parce qu'on doit être maître de son véhicule. Même si on dit soit il roulait pas assez vite devant, ou je me suis trompé de pédale, enfin peu importe, ça on s'en fout. On est venu le percuter par l'arrière, à l'arrière du véhicule, on est en tort à 100%. Après, si on vient le toucher différemment, ça va être différent. Tout va dépendre de la situation. Sauf que là, si on vient le toucher à l'arrière, c'est le camion qui sera en tort, celui qui est derrière. Ok. Alors, question suivante. Dans cette situation, donc une route enneigée en arrivant à Méribel. On est à Chambéry, là. Non, Méribel. Les pneus neige seuls sont autorisés. Réponse A, ou je suis bien placé. Réponse B, les chaînes à neige sont-elles obligatoires, oui ou non? Pareil, on laisse un peu de temps pour que vous puissiez répondre. Ah, j'ai une réponse. A, B et C. Comment? Alors, j'ai une réponse A, B, C. Et donc, alors BC. ABC, ABC en réponse. D'accord. Alors, on va développer un petit peu là-dessus. Alors, dans la situation, donc c'est une route enneigée, bien sûr. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs informations sur la route. Vous avez déjà le panneau d'entrée d'agglo et la route à caractère prioritaire, juste pour revenir sur ces deux panneaux. Et après, juste derrière, vous allez avoir le panneau danger triangulaire qui vous annonce un risque de verglas. Bon, rien à voir avec les pneus neige ou les chaînes. Et juste derrière, vous avez un panneau bleu avec un panneau bleu rond qui vous dit que c'est une obligation. Donc là, vu qu'on a ce panneau-là au bord de la route, on aura obligation de faire ce qui est à l'intérieur du panneau. À l'intérieur du panneau, on nous dit obligation de mettre des chaînes à neige. Donc, vu que c'est une obligation, les pneus neige ne seront pas autorisés seuls. Voilà, juste simplement par rapport à ce panneau-là. Donc, vu qu'il y a obligation,
on ne peut pas mettre les pneus neige seuls. Dans la deuxième réponse, donc le B, je suis bien placé. Oui, je suis placé correctement dans ma voie de circulation le plus à droite possible. Donc là, je suis bien placé. Et en dessous, donc c'est D, les chaînes à neige sont-elles obligatoires? Donc par rapport au panneau d'obligation, donc là, elles sont obligatoires. Donc on aura juste le fait d'être bien placé et que les chaînes à neige sont obligatoires. Donc il faut juste faire attention aux panneaux qu'on peut avoir sur la route. Il n'y aurait pas eu le panneau, les pneus neige auraient été. Ou alors vous pouvez avoir le même panneau bleu avec un panneau en dessous, comme on a là, mais marqué pneus neige admis. Là, par contre, ça aurait été différent. On aurait eu une obligation de mettre les chaînes à neige, mais les pneus neige seuls auraient été admis. Sauf que là, ce n'est pas le cas dans cette situation. Ok. Est-ce qu'il existerait à la rigueur le même panneau mais carré, c'est-à-dire en simple indication? Ça existe ou pas? Non. Et pour quelle raison en fait? C'est juste que ça serait un peu stupide en fait. C'est qu'au bout d'un moment, c'est soit tu les mets ou soit tu les mets pas, quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est parce qu'on met l'obligation, parce que c'est un endroit où c'est obligatoire de les mettre. Donc c'est des endroits souvent fréquemment enneigés. Et on va mettre une obligation. C'est une obligation, ce sera pour tout le monde pour pouvoir circuler dans de bonnes conditions, tout simplement. C'est pour ça qu'on met une obligation et pas de l'information. On oblige les gens à le faire. Pour leur sécurité, bien sûr. Ok. Alors tiens, une situation justement dans l'appréhension de la vitesse, qui, je le rappelle, peut différer, on en parlait justement au dernier webinaire, qui peut différer entre l'arrivée d'une moto et l'arrivée d'une voiture. L'appréhension de la vitesse, justement, peut être totalement différente. Alors, dans cette situation, on va se mettre du côté de la voiture. Donc, elle a pris toutes les informations, a été imprudent, voilà. Et dans cette situation, le motard, donc cette fois-ci à sa place, doit arriver main au frein. Donc, on rappelle que je vous apprends ou je vous rappelle que pour freiner, c'est avec la main droite sur une moto. Ou le pied droit. Le pied droit, mais en freinage d'urgence, c'est surtout on l'évite, c'est surtout celui de devant. Doit arriver en décélérant. Voilà, réponse D. Je vois pas le bas, Yohan. Tu vois pas le bas? Non, parce qu'il y a la bande. En fait, je vois juste la réponse C. Après le reste, je vois pas. C'est D, doit arriver en décélérant. Doit arriver en décélérant. Ok. Voilà. Alors pareil, on vous laisse quelques secondes pour bien prendre connaissance. Alors, tac, donc une réponse B et D. Alors, voyons, on va voir. Alors, c'est B, C et D. Alors, pourquoi B, C et D au final? Donc déjà, dans cette situation, le conducteur de la voiture a pris toutes les informations. Bon, là, bien évidemment que non. Pourquoi? Parce que justement, il a dû s'arrêter et il n'a pas dû faire le fameux, on en parlait la dernière fois, gauche, droite, gauche. Voilà. Ou alors, il n'a pas pris l'information de voir une moto arriver et donc de se dire que la vitesse est peut-être mal appréhendée, justement. Ou tout simplement, il a fait les contrôles beaucoup trop rapides et il a zappé l'information du motard. Tout simplement aussi. Et c'est le phénomène de la tâche aveugle qu'on a parlé un petit peu aussi l'autre jour. Oui, la tâche aveugle. Donc, a été imprudent. Voilà, très clairement. Dans cette situation, le motard, il doit arriver main au frein, mais comme une voiture devra arriver dans une situation dangereuse ou dans une intersection avec peu de visibilité ou autre, pied au frein, là, ce sera pareil avec main au frein. Pourquoi? Parce qu'il faut justement être prêt à intervenir en urgence en cas de situation qui ne sera pas prévue. En fait. C'est pour ça que quand on arrive sur une intersection, comme on disait l'autre jour, j'ai développé un petit peu sur le dernier cours, quand on arrive sur une intersection, qu'on soit prioritaire ou pas, on doit toujours arriver en lâchant l'accélération. Et alors là, dans la situation, c'est un motard, main au frein ou pied au frein pour un automobiliste, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et vous allez réaccélérer après l'intersection, pas avant. Parce que on ne doit pas faire confiance à un marquage au sol, ni aux autres conducteurs, malheureusement.
parce que les autres conducteurs, des fois, soit ne respectent pas les règles ou ne prennent pas toutes les informations, comme dans le cas là. Et il faut qu'on soit prêt à réagir dans n'importe quelle situation. Donc, même si je suis prioritaire ne veut pas dire aller au casse-pipe non plus, hein. Donc, il faut prendre ses dispositions et ralentir avant pour se mettre en sécurité, pour pouvoir s'arrêter si on a besoin de s'arrêter. Voilà, voilà. Et notamment, par exemple, une voiture qui arriverait à la place du motard, une des informations également à prendre, ça serait de regarder le visage, enfin, en fait, le conducteur de la voiture qui arrive du côté du céder le passage. C'est pour ça notamment qu'ils ont interdit pas de flouter, mais d'assombrir les verres des vitres avant. Totalement d'ailleurs. Totalement. Il n'y a que derrière que tu peux le faire à 70% et pas intégralement, mais devant, tu n'as plus le droit. Voilà. Parce qu'on ne sait pas, il faut que les autres automobilistes puissent avoir la vision sur la personne qui est au volant, parce qu'on va se baser souvent au regard du conducteur. Le conducteur, ce sera par rapport à là où il regarde, et là, à ce moment-là, on aura une information, voir s'il nous a vus ou pas. Si les vitres sont teintées, on ne pourra pas le voir. C'est comme aussi quand les forces de l'ordre interviennent pour faire un contrôle, hein, faut qu'ils sachent aussi à qui ils ont affaire en face d'eux. Voilà. Ok. Alors, tiens, là, on va aller un peu dans la neige. T'aimes bien la neige. Cet usager est bien placé pour changer une roue. Réponse A. B est en sécurité. Voilà. Réponse C, installe des pneus neige. Ou et réponse D, installe des chaînes à neige. Alors, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, hein, d'accord? Mais il y aura toujours au moins une mauvaise réponse. Et il peut y avoir qu'une bonne réponse aussi, hein. Alors, encore une fois, quelques secondes pour que vous puissiez bien réfléchir. Pour boire un coup. Alors là, il s'agit de la réponse C, tout simplement. Ah, j'avais une réponse A, B, C. Non, là, c'est juste la réponse C. Alors, est bien placé pour changer la roue. Donc là, en gros, là, il est limite au milieu de la route, en fait, en gros. Ouais, il n'est pas sur un espace sécurisé. Alors, on ne le voit pas trop avec la neige, hein, mais on est sur la route. On n'est pas sur un espace sécurisé en dehors de la route. Donc là, on n'est pas bien placé pour changer une roue. Il faut se mettre toujours en sécurité. Toujours, toujours, toujours. En sachant que les voitures, même si c'est sur la neige, peuvent aller aussi vite. Donc, il faut se mettre en sécurité et se protéger pour pouvoir changer une roue. Donc, si on doit changer de roue, qu'on est sur autoroute, par exemple, on va aller sur une aire de repos, par exemple, ou sur un emplacement d'arrêt d'urgence. Voilà. Sauf que là, ce n'est pas le cas. On est quasiment sur la route, quoi. Alors ensuite, et en sécurité, bon ben voilà, hein, tu as donné la réponse par rapport à ça également, il n'est pas en sécurité. Alors, installe des pneus neige ou installe des chaînes à neige. Alors, chaînes à neige, ben, on voit qu'il n'y a pas de chaînes qui sont installées sur les pneus, on voit des roues qui sont sur le sol. Mais là, la question, c'est de se dire comment on reconnaît un pneu neige par rapport à un pneu classique. Donc, là, c'est relativement simple en fait. Vous regardez les dessins des pneus, là, on dirait que ça fait des espèces de griffures en fait. Il rentre vers l'intérieur. Voilà, il rentre vers l'intérieur et ça fait que c'est fait pour accrocher, en fait, il faut le voir comme ça, c'est fait pour accrocher la neige, pour avancer. On reproduit, entre guillemets, un petit peu les chaînes, en fait. Si on Alors que sur des pneus été, les rainures des pneus sont plus droites et moins incurvées vers l'intérieur, pour moins accrocher, parce que l'été, on a moins besoin. Et puis, il y a deux grosses lignes aussi au milieu, quoi, en fait. En fait, les pneus été, au final, ou les 4 saisons, enfin, les 4 saisons, c'est pour tout. Par contre, les pneus été ou les pneus pluie, ça sera surtout pensé pour pouvoir évacuer le plus rapidement possible la pluie. La pluie. Et normalement, sur le pneu, il y a marqué jusqu'à quelle vitesse on peut aller, justement, en ayant une efficacité à 100%, non? C'est pas ça? Ouais, voilà. Il y a, en fait, sur l'indice du pneumatique, on va l'avoir. On va avoir plein de choses, hein. C'est l'identité, en fait, du pneu, savoir comment il évacue l'eau, son indice,
le bruit qu'il va faire aussi sur la chaussée, l'adhérence. Ben alors, c'est pareil, on parle toujours de pneus neufs parce que les pneus, au bout d'un moment, ils s'usent. Donc, forcément, en termes d'efficacité, ils vont être beaucoup moins importants au fur et à mesure de l'usure du pneumatique. C'est bien pour ça qu'on dit de changer ces pneumatiques régulièrement, sachant que les pneumatiques, c'est le premier élément que vous avez au contact du sol. Donc, c'est le premier élément de sécurité. Donc, celui-là, il ne faut pas le négliger, d'accord? Et il faut faire attention à vérifier régulièrement ces pneus. En sachant que quand vous allez arriver sur votre pneumatique, vous allez avoir un témoin. C'est votre témoin d'usure. Il est toujours situé à 1,6 mm sur tout pneu. Si votre pneu arrive à ce témoin-là, il faut changer automatiquement vos pneus. Si on va plus loin, on n'aura plus d'adhérence et l'eau ne sera plus évacuée correctement. Et on risque de partir forcément en dérapage. Et on peut garder le pneu pendant autant de temps que nécessaire ou on va être limité dans le temps quand même? Avec le pneu? Ouais. Avec le pneu, non, tout va dépendre encore toujours en termes de kilomètres qu'on va faire. Après, en règle générale, ça va dépendre aussi comment on roule, comment on utilise ces pneumatiques. Et après, tout dépend de la conduite qu'on a. Si on a une conduite économique, on va utiliser ces pneus beaucoup moins rapidement. Donc, forcément, on va les garder beaucoup plus longtemps. Si on a une conduite sportive, on va les bouffer beaucoup plus rapidement. Donc, on va les changer plus rapidement. Et après, dans le temps, il n'y a pas forcément. Après, à voir s'ils se dégradent. Mais normalement, ça ne se dégrade pas, à moins si ça fait 20 ans qu'ils sont sur le véhicule. Mais il faut avoir quand même un œil expert pour pouvoir vérifier que la bande de roulement ne se décolle pas, quoi, en fait. En gros. Exactement. Et en sachant que c'est pareil, quand on vérifie ces pneumatiques, souvent on vérifie l'extérieur du pneu et l'usure du pneumatique. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est vérifier l'intérieur de vos pneumatiques en tournant simplement vos roues, voir l'intérieur, parce que des fois, vous allez avoir le pneu qui est mangé à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc, s'il est mangé à l'intérieur, c'est qu'on a un défaut de parallélisme, en règle générale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Mais on va avoir aussi une mauvaise qualité au niveau de nos pneus s'ils sont mangés aussi à l'intérieur. Quand ils sont mangés à l'extérieur, souvent, c'est l'extérieur droit qui va être mangé, c'est à force de prendre des giratoires. Voilà. Et après, tout dépend comment on va les prendre, à l'allure où on les prend aussi. Alors, okay. D'ailleurs, ça va être aussi, les pneus peuvent dire beaucoup lorsqu'on achète une voiture aussi dans la conduite et donc dans l'état de plusieurs points justement clés de la voiture. Mais bon, ça, il faudrait faire une vidéo complète sur. C'est ça, sur les pneus. On en fera une, tiens, à l'occasion. Oui, exactement. Quand on pourra se voir. Alors, dans cette situation, que dois-je faire avec nos amis qui sont un peu les anges de la route? Alors, pour plus tard, pensez bien que ces personnes peuvent risquent leur vie tous les jours. C'est-à-dire que sur autoroute, ils se retrouvent à pied, ils récupèrent des choses au milieu de l'autoroute, ils sont frôlés dans tous les sens. Donc, faites très attention à eux parce que les accidents peuvent arriver très, très, très vite. Donc, ça, c'est le petit point. Mais vous avez toujours un message d'information avant sur les panneaux lumineux sur les autoroutes. Attention. Et c'est pour ça que vous avez le camion avec la lumière orange pour qu'elle se voie de loin. Et en règle générale, elle clignote pour que ça interpelle l'œil. Voilà. Alors, dans cette situation, que dois-je faire? Alors, ralentir, réponse A. Accélérer, réponse B. Freiner, réponse C. Ou m'arrêter, réponse D. Je ne sais pas, hein? Forcément, moi, j'accélère. Alors, j'ai eu une réponse A. Attends un peu. Et donc, oui, il s'agissait bien de la réponse A. Alors, là, très clairement, quand on voit justement quelque chose d'inhabituel, même si on n'avait pas ces signaux qui nous indiquent de ralentir quoi qu'il arrive, mais situation inhabituelle veut dire ralentir, déjà, quoi qu'il arrive. Là, on voit quelque chose qui, c'est cette annonce, de toute façon, intrinsèquement, nous donne l'ordre, entre guillemets, de ralentir, justement. En sachant que pour passer, justement, on va aller à combien, là, à peu près, Yannick? Ça dépend de la situation. En plus, la route est glissante parce qu'il pleut. Donc, on va adapter son allure en sachant que, comme tu disais tout à l'heure,
les anges de la route, donc ces personnes-là qui travaillent, peuvent passer devant le camion à n'importe quel moment. Donc on ne doit pas être surpris que le mec traverse derrière le camion et qu'on ne pourrait ne pas voir. Donc il faut adapter l'allure par rapport à ça aussi. Donc on va arriver là quasiment sur le camion à l'allure du pas. Voilà, parce qu'en sachant que la route est glissante, donc il va nous falloir plus de temps pour s'arrêter. Il nous faut 1 fois et demie de plus que sur route sèche. Alors, pareil, là, on dit ralentir. Alors, on a ralentir et freiner. Donc, je voulais intervenir aussi là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui confondent ralentir des fois et freiner. Il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire, ralentir, vous allez simplement lâcher votre accélération, faire ce qu'on appelle une décélération, tout simplement. Donc, on va lâcher l'accélération. Et le freinage, en fait, c'est quand on va intervenir sur le frein. Ce n'est pas la même chose. C'est complètement différent. Ce n'est pas la même action. D'accord? Première action, là, ça va être déjà de ralentir. Donc, accélérer, je pense que c'est relativement clair. Hein. Voilà, pour tout le monde. Et m'arrêter, bon, il n'est pas nécessaire de s'arrêter, car là, on nous demande juste voilà, de nous décaler, de ralentir et de nous décaler sur le côté. Alors, exactement. Là, ici, c'est inondé. Donc, on voit inondé, donc route inondée. Voilà, tout simplement. Donc, on passe sur une seule voie, plutôt serrée. En plus, il y a la pluie, donc ça glisse. Enfin bon, voilà. Il y a pas mal de choses qui font que ça peut devenir assez dangereux, tout simplement. Hop. Alors, dans cette situation, les distances de sécurité donc, sont respectées, sont inappropriées à la situation. Déjà, réponse A ou B. Je peux, réponse C, dépasser ou réponse D, ralentir. Encore une fois, on va attendre un peu. Ah. Attends, la réponse. Allez. Alors, on a B et D en réponse. C'est toi qui l'as fait? Hop. Non, alors, il y a B, C, D. C et D, tout simplement. Alors, les distances de sécurité donc, sont respectées. Bon, là, très clairement, on voit que par temps de pluie, sur une voie rapide. Là, c'est une route limitée à 90, donc on est supposé rouler à 80. On est d'accord? Donc à sur sol sec. Hein. Comment? Sur sol sec. Non, il y a un terre-plein central. Et sur sol mouillé, c'est pas 80 là? Ben, il y a un terre-plein central, donc on est limité à 90 sur sol sec. Sur celle-là, sur la voie rapide, là. C'est une voie rapide. C'est une voie rapide. Logiquement, 2 fois avec le terre-plein central, c'est 90 ou 110. Par contre, quand c'est mouillé, on va réduire donc à 80. À 80, oui, exactement. Alors, 80 ou 100 km/h, tu as raison de le préciser, parce que voilà, il peut y avoir les deux. Par contre, peu importe qu'on soit à 100 ou 80 ou même à 50, j'ai envie de dire, là, les distances ne sont pas suffisantes. On est d'accord. Ouais. Là, il faut avoir à peu près 5 mètres ou 6 mètres grand maximum. Et encore, je suis gentil. On est dans le coffre, quoi. Voilà. Voilà. Donc, sont inappropriés à la situation. Alors, je peux dépasser. Oui. Pourquoi? Alors, je peux dépasser. Alors, il faut faire attention au marquage que vous avez au sol. Le marquage qu'on a au sol, donc déjà, on est sur une route à sens unique, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et la ligne qu'on a au sol, ça s'appelle une ligne de dissuasion. Alors, dans ce cas précis, sur une voie rapide, elles sont à hauteur des sorties. Et on voit à droite, il va y avoir une sortie en haut. Elles sont à hauteur des sorties, donc elles nous autorisent à dépasser les véhicules qu'on pourrait avoir à droite, mais elles nous interdisent de nous rabattre. Donc, c'est pour ça que la ligne de dissuasion va continuer un petit peu après la sortie. Bon, et on se rabattra plus tard. À ne pas confondre avec une ligne de dissuasion hors aglo sur une route classique de campagne. C'est là, elle nous interdira de dépasser tout véhicule sauf véhicule lent. D'accord? Donc là, on nous autorise à dépasser, mais à ne pas se rabattre. Ou traction animale, c'est ça l'idée? C'est ça. La définition, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. C'est ça. Et pareil, souvent, on va avoir une ligne continue juste derrière. Ouais.
Et avant d'avoir la ligne continue, on va avoir des flèches pour se rabattre. Quand on sera hors agglo, hein, pas sur les voies rapides. Hein. Non, mais quand on va avoir, quand tu disais les autres routes hors voie rapide. Comment? Quand tu disais sur les routes hors agglomération, mais hors voie rapide. Hors voie rapide. Donc là, sur la voie rapide, on va retrouver une situation classique. Une ligne, la ligne classique, hein, discontinue, d'accord, qu'on retrouve habituellement. Par contre, hors agglo, sur une route de campagne, par exemple, enfin voilà, sur une route hors agglomération, mais hors voie rapide ou autoroute, on va retrouver ces lignes de dissuasion et en règle générale, à la fin, on peut retrouver une ligne blanche continue. Okay. Donc forcément, les lignes. Réponse, voilà, je peux dépasser et par contre ralentir. Ben oui. Oui, je dois même. Je dois même le faire. Voilà, c'est plutôt je dois d'ailleurs. Je dois même le faire. Et je dois. Ouais, parce que là, si devant ça freine, en fait, vu la distance de sécurité, le temps, parce qu'il y a le temps de réaction déjà, le temps qu'on réagisse, que devant ça ralentisse, parce que forcément, tout conducteur ne va pas regarder ce qui se passe loin devant, mais va regarder le véhicule devant nous. Sauf que là, on n'a pas de distance de sécurité. Le temps qui freine, que nous on réagisse, qu'on appuie sur la pédale de frein, on est déjà dans le véhicule de devant. Donc, on n'aura pas le temps de réagir. Donc, dans ce cas de figure-là, on ralentit. Donc, les distances de sécurité, elles sont inappropriées à la situation, bien sûr. Je peux, bien sûr, dépasser. Et dans un troisième temps, je dois ralentir. Alors, next question. Yes. Partons de brouillard. Donc là, il y a un bon brouillard des familles, là. Alors, je dois allumer mes feux de brouillard arrière. Réponse A. Je dois allumer mes feux de brouillard avant, quand mon véhicule en est équipé, bien évidemment. Je peux rouler à 50 km/h sur autoroute. Réponse C. Alors, 50 km/h dans cette situation. Ou réponse D, respecter les mêmes distances de sécurité que par temps de pluie. Donc, je ne la vois pas la dernière, tu as bien fait de me le dire parce que je ne la vois pas. Alors, je répète la réponse D, donc la dernière, respecter les mêmes distances de sécurité que par temps de pluie. Alors, on va voir les réponses. A, B et D. Alors, ben là, hop, très clairement, A, B et C. Alors, déjà, par temps de brouillard, je dois allumer mes feux de brouillard arrière, je dois allumer mes feux de brouillard avant. Bon, jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Il y a du brouillard, on a des feux de brouillard, on les allume. Je pense que c'est bien résumé, Yannick. Oui, en sachant que les brouillards avant ne sont pas obligatoires, mais je vais les allumer parce que sur vos voitures, vous n'avez pas forcément des brouillards avant. C'est facultatif. Par contre, derrière, on les aura automatiquement. Et si on a les brouillards avant, ça va vous permettre de mieux y voir et surtout au sol. Que les brouillards avant nous permettent de voir ce qui se passe au sol. Et ça va nous permettre aussi les brouillards arrière, donc les avant, d'être mieux vus par ceux qui nous précèdent, mais ceux derrière, d'être mieux vus par ceux qui arrivent derrière aussi. C'est pour ça qu'ils sont rouges derrière. Hein. Mais par contre, quelle est la différence au final entre des feux de brouillard avant, donc qui sont peut-être plus puissants, et les feux de route en fait, parce que les feux de route sont bien plus puissants, donc ça serait plus logique pour y voir mieux. Les feux de route, en fait, ça va être pour voir l'ensemble, loin devant, mais au niveau de la voiture. Et pour voir aussi ce qui se passe aussi devant, en sachant qu'ils ont une visibilité, les feux de route, ce qui est à 150 mètres, d'accord, à l'avant. Les brouillards avant, ils vont avoir une deuxième utilité, ça va rien à voir avec les feux de route, c'est en fait, on va éclairer au sol pour voir ce qui se passe au sol directement. C'est pour ça que ça va être la différence entre les deux. Ça n'a rien à voir du tout. Ils n'auront pas la même utilité et pas la même fonction. Ok. Et maintenant, je peux rouler à 50 km/h sur autoroute. Mais c'est pas dangereux, ça, justement, de rouler qu'à 50 km/h sur autoroute? Alors, là, on nous dit bien « je peux ». Alors, après, tout va dépendre du brouillard parce qu'on a une règle qui s'appelle la règle des 3,50. Alors, cette règle-là, elle va peut-être parler à certains ou pas du tout. Je vais juste vous l'expliquer. Cette règle des 3,50, en fait, ça veut dire que si on n'y voit pas à 50 mètres, au moins, on va rouler à une vitesse maximale de 50 km/h avec une distance de sécurité d'au moins 50 mètres. Donc, pour ça qu'on appelle la règle des 3,50.
Là, on n'a pas une bonne visibilité. Ce n'est pas dangereux de rouler à 50 parce qu'on n'a pas de visibilité vers l'avant. Vu qu'on n'a pas de visibilité, on va automatiquement réduire l'allure. Donc, maximum 50 km/h. Et de toute façon, tous les usagers devront l'appliquer. Donc, ça ne va pas devenir dangereux. Ce qui va devenir dangereux, c'est de rouler au-delà et de ne pas avoir de visibilité. Parce que quand on n'a pas de visibilité, ben on roule à l'aveuglette. Et sur la route, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on a notre vie entre les mains, celle de nos passagers ou des autres usagers. Voilà. Donc, respecter les mêmes distances de sécurité que par temps de pluie, c'est faux dans le cas où on va avoir un gros brouillard. En fait, ça va dépendre justement du type de brouillard que l'on va avoir. Il y a certains brouillards, quand ils sont légers, ça suffira. Mais d'autres, quand c'est des purées de poids, ben, comme là d'ailleurs, ça va être compliqué justement de respecter des distances classiques, on va dire. C'est pas possible, c'est impossible. En sachant que sur route sèche, on a une distance de sécurité. Sur route mouillée, on va avoir une distance de sécurité 1,5 fois supérieure. Mais par contre, par rapport au brouillard, ça va être par rapport à notre visibilité. Donc, forcément, on n'aura pas les mêmes distances de sécurité. Elles seront totalement différentes. Ok. Alors, tac. On va accélérer un peu d'ailleurs parce que je vois que on s'est laissé aller. Ouais, comme d'hab. Voilà, comme d'hab. On aime bien donner le maximum d'infos en fait. Ouais. Donc, avant le départ, alors là, il y a eu un peu de givre. Voilà. Réponse A, je fais chauffer ma voiture à l'arrêt, donc pour dégivrer justement le pare-brise. Réponse B, j'utilise un gratte-vitre. Voilà. Donc, c'est pas un gratte-givre. C'est pas un gratte. J'ai dit un gratte-vitre. Ouais, un gratte-givre. Lapsus, c'est pour gratter les vitres. Tu vois, ouais, c'est pareil, c'est pareil. Donc, c'est pas un gratte-gratte, c'est un gratte-givre. Voilà, exactement. Alors, j'utilise mes feux d'essuie-glace. Voilà. Ça va, tout se passe bien, Yo? Ça va? C'est surtout que la dernière question, il y a un truc. Hop, je fais monter le régime du moteur à l'arrêt, c'est-à-dire je mets en route le moteur et je fais gonfler un peu le véhicule. C'est super écologique. Comme le fait de faire chauffer sa voiture à l'arrêt, c'est super écologique. Alors j'ai eu une réponse A et B. Alors, c'est vrai que souvent, on voit des personnes, quand on est en hiver, qui vont allumer le moteur et laisser chauffer, justement. Et ils vont aller boire le café à la maison en attendant. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est 95% des gens. Voilà, exactement. Et en fait, la bonne réponse, non, c'est la réponse B. En fait, si vous voulez, là, on ne va pas parler sécurité routière ou du véhicule en lui-même. Je ne sais même pas si ça abîme le moteur de faire tourner à l'arrêt ou pas. Non. Là, c'est juste pour la pollution. C'est purement écologique de se dire, voilà, de faire tourner à l'arrêt comme ça. Oui, c'est sûr, c'est confortable entre guillemets, mais derrière, par contre, ce n'est pas du tout écologique. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est plus dans l'apprentissage d'une conduite éco. Là, en voyant en plus, voilà, on a l'exemple typique, une pandémie qui se déclare, la pollution, et pas mal de choses, ils sont pour quelque chose. On peut, voilà, ça a été mis en avant. Moi, je relate ce que disent les scientifiques. Je ne me permets pas de juger. Donc, autant mettre en place des choses simples qui permettent d'éviter trop de pollution. Voilà. J'utilise mes essuie-glaces. Là, typiquement, si on met les essuie-glaces en route, c'est le meilleur moyen de casser le moteur des essuie-glaces. Ouais, exactement. En fait. Et d'abîmer. Et puis, même si on ne casse pas, ça va abîmer les essuie-glaces. D'aller sur de la neige comme ça. Enfin, il faut attendre que ça devienne de l'eau. Parce qu'on va gratter. Donc, forcément, quand vous allez gratter, il n'y a pas de problème. Tout va s'enlever correctement. Vous allez monter dans votre voiture. Vous allez mettre la voiture en haut. Vous allez faire quelques premiers kilomètres. Et en faisant quelques premiers kilomètres, forcément, la voiture va monter en régime. Donc, forcément, elle va chauffer. Et à ce moment-là, en fait, tout le givre qu'il y avait sur la voiture, parce que là, on va dégivrer les vitres, il y en avait un petit peu de partout. Ça va faire de la condensation et ça va descendre. Et là, à ce moment-là, on pourra utiliser les essuie-glaces. Et faire attention parce que les essuie-glaces en hiver, ils durcissent aussi. Donc, il faut faire attention à les utiliser correctement. Parce qu'ils peuvent casser.
Et là, par contre, je fais monter le régime du moteur à l'arrêt. Là, il n'y a rien de tel, par contre, pour abîmer le moteur, quoi. Voilà, bien sûr. Et surtout à froid, hein. Surtout à froid. Surtout ne jamais faire ça à froid. Il faut vraiment, quand on fait monter le régime du moteur, c'est jamais à froid, c'est toujours à chaud. Il faut toujours avoir fait entre 2 et 5 km, d'accord? Un régime bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'huile a pas le temps de monter en pression. Et là, vous risquez en fait de casser le moteur. Alors, pas tout de suite, avec le temps. Sauf que le moteur, vu qu'il n'a pas le temps d'être huilé, ça va casser le moteur. Donc, il n'y a pas à faire. Et, et du coup, il y a des, il y a des, comment dire, il y a des huiles qui vont monter en température plus rapidement que d'autres, ou comment ça se passe? Les huiles? Oui, Non, non, non. En fait, les huiles. Alors après, tout dépend de l'huile qu'on va mettre après dans le moteur. L'huile, en fait, elle est là surtout pour graisser votre moteur. Elle va pas monter elle va pas monter aussi. Enfin, elles vont toutes monter de la même façon. Sauf qu'après, c'est au niveau du graissage. Vous allez avoir de la 540, de la 1040, peu importe, par rapport au graissage du moteur. Alors après, c'est le constructeur qui va vous demander, qui va vous conseiller de mettre celle-là, d'accord? Donc bien faire attention. Mais en règle générale, en fait, elles vont monter avec le temps de chauffe du véhicule. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis entre 2 et 5 km, mais surtout à une allure constante et réduite et pas en appuyant dessus directement parce qu'un jour ou l'autre, vous aurez un problème de casse moteur, c'est sûr. Parce qu'en fait, ferraille contre ferraille, si l'huile n'est pas montée en pression, la ferraille contre la ferraille, ça casse. tout simplement. Voilà. Enfin, en gros, les ingénieurs ont étudié ça pour que ça ne casse pas jusqu'à un certain, jusqu'à une certaine température, en fait. Il y a une certaine température. Et surtout, il y a une certaine vitesse. Quand on parle de 2000 tours minute, c'est bien le nom que porte le régime. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a, c'est la bielle qui fait 2000 tours 2000 tours à la minute. à la minute. Donc en Ouais, c'est ça. 60 secondes, il y a 2000 tours. Voilà, C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. c'est ça. Alors, une voiture électrique. Donc, alors on n'a pas de lien avec la marque que nous montrons. Pas trop, non. Voilà. On aimerait bien avoir ces voitures en leçon, mais bon, Ah ouais? on verra plus tard, comme on dit. Ouais, on verra bien plus tard même. Alors, une voiture électrique se recharge plus facilement en hiver, réponse A. Se recharge plus facilement en été, réponse B. N'est pas fait pour une utilisation hebdomadaire ou pollue plus qu'une voiture thermique, réponse D. Alors pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on ne met jamais de questions pièges ou ambiguës, hein, on n'est pas On n'est pas tordu, on n'est pas tordu. Alors j'ai réponse B. Alors voyons voir, on va vérifier tout ça. Tac. Alors c'est réponse B et C. Et là, je pense qu'il y a une erreur. C'est réponse B. Il y a une erreur. Il y a une erreur avec la CA. Ouais, donc là, c'est réponse B. Alors, pourquoi réponse B? D'ailleurs, je vais enlever la réponse. Hop là, voilà. Alors, pourquoi réponse B? Donc, c'est la bonne réponse. Se recharge plus facilement en hiver? Ben non, non, c'est connu qu'en fait, les voitures électriques se rechargeront beaucoup plus facilement en été plutôt qu'en hiver. Alors, si tu as l'explication un peu plus scientifique, je suis preneur. Bah, plus scientifique, en fait, c'est tout simplement parce que c'est électrique. Quand on recharge l'électrique, il se recharge plus facilement quand il fait chaud que quand il fait froid. C'est simplement l'adaptation en fait de la recharge de la prise qui va être enclenchée dans la voiture. La voiture va avoir plus de mal à recharger quand c'est l'hiver parce que c'est froid tout simplement. C'est le froid, elle a du mal avec le froid. Donc l'été, ça va être beaucoup plus simple de la recharger. Elle va se recharger même plus vite l'été que l'hiver. C'est juste une histoire de charge de prise. Après, peut-être que dans les années à venir, avec le développement des voitures électriques, ils vont améliorer ce genre de process-là. Mais pour l'instant, juste par rapport à cette prise électrique qui vient sur la voiture, et pas qui vient au mur, hein, mais qui vient sur la voiture, c'est plus compliqué. Alors, elle met plus de temps à se recharger en hiver qu'en été. C'est tout. Il n'y a rien de scientifique. Hein. Alors, ensuite, C n'est pas fait pour une utilisation hebdomadaire. Bien sûr que si, ça peut être une utilisation journalière.
Pourquoi? Ah oui, hebdomadaire, une fois par semaine. C'est par semaine. Ouais. Non, c'est pour ça, oui, oui. Donc, n'est pas fait pour une utilisation hebdomadaire. Donc, c'est plutôt une utilisation journalière par rapport aux batteries. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, bref. De toute façon, une voiture électrique, on peut l'utiliser tous les jours. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au contraire, on fait des petits trajets et les voitures électriques sont faites aussi pour ça. Les premières Zoé, il faut savoir qu'elles avaient une autonomie de 140 km réellement. Pourquoi? Parce que des trajets journaliers pour aller au travail ou autre, on dépasse rarement les 140 km en fait. C'est ça. Donc, voilà pourquoi ça a été fait dans ce sens-là. Maintenant, ils ont augmenté, on est passé à 340, 350. Bon, ils annoncent 350. 400, mais bon. En fait, ils annoncent 400 parce que tu peux la recharger quand tu décélères. Ça va se recharger un petit peu. Non, et puis il faut voir la conduite aussi. Hein. Là, c'est. Ah, ça dépend de comment on conduit aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Si on est sportif, on va pas faire 350 bornes. Ah non. Et, Après, ça reste de l'électrique. et réponse D, pollue plus qu'une voiture thermique. Non. Alors ça, c'est le gros débat en fait. C'est le gros débat dans la construction d'un véhicule électrique. Et puis derrière aussi, il va falloir dépolluer la batterie. Mais en fait, non, mais ça pollue plus, ça pollue plus. Oui, enfin, on va se cantonner là quand on a une question comme ça au code, par exemple, pollue plus qu'une voiture thermique. Il faut s'arrêter à se dire voilà, je mets de l'essence ou pas, quoi, en fait. Quand je roule, est-ce que ça pollue? En fait, on parle de pollution surtout quand on utilise le véhicule, pas pour après le véhicule avec les batteries et compagnie. C'est surtout dans l'utilisation du véhicule. Quand on va utiliser le véhicule, quel est celui qui va polluer le plus? Automatiquement, un électrique ne polluera pas plus. Alors oui, le débat, c'est parce que les écolos disent oui, la batterie, le problème, c'est que le jour où la voiture est morte, la batterie, ça va être compliqué. Où est-ce qu'on va la mettre? Ça va polluer l'environnement, machin, tout ça. Peut-être, peut-être. Mais une voiture thermique aujourd'hui, dans l'utilisation, est beaucoup plus polluante qu'une voiture électrique. Ça va de soi. Ça va de soi. Et puis ce qu'il faut quand même mettre en avant, quoi qu'il arrive, c'est que tant qu'on n'ira pas dans une des technologies, que ce soit électrique ou, par hydrogène, il y aura pas suffisamment de recherche, donc de R&D dans ces domaines pour permettre justement d'aller plus loin. C'est surtout ça en fait qu'il faut voir, c'est qu'au bout d'un moment, il faut de plus en plus d'utilisation. Donc on trouvera des solutions, ça j'en suis sûr, mais c'est vrai voilà, il faut laisser le temps au temps. C'est ça, il faut du temps, hein, il va falloir du temps. Tac. Alors, dans cette situation, je ralentis ou j'accélère. Déjà voilà. Ouais. Voilà. Je mets mon clignotant avant de dépasser, réponse C, ou je fais des appels de phare, réponse D. Alors pareil, on va laisser un petit moment aux personnes pour répondre. Alors. Attends, j'ai mis mon sablier, c'est bon. Alors, j'ai réponse A et C. Réponse A et C, réponse juste. Donc, alors je ralentis ou j'accélère. Bon, bien évidemment, on arrive vers un piéton de nuit. C'est logique, on va ralentir. Et on se dit, qu'est-ce qu'il fout là à cette heure-là, quoi. Donc, bien évidemment, voilà, je ralentis. Voilà, pour une question de sécurité. On ne sait pas quel va être le comportement du piéton, principalement. La notion d'appel d'air aussi, peut-être. La notion d'appel d'air, on ne sait pas. Il faut le mettre, de toute façon, c'est un usager de la route vulnérable. Quelle que soit l'heure ou tout ça, il est vulnérable. Il peut être, bien sûr, alcoolisé, enfin voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, on va devoir le mettre en sécurité. Comme avec un cycliste. Hein. Un cycliste, on parle d'1 mètre ou 1,50 m hors agglo ou 1 mètre en agglo. Là, avec le piéton, ça va être exactement la même situation. Donc, il faut le mettre en sécurité et encore même plus parce qu'il est encore plus vulnérable. Donc, il faut le mettre en sécurité. Donc, on va ralentir et surtout, dans tous les cas, vu qu'on va être obligé de changer de direction, dans tous les cas, quand vous changez de direction, vous devez mettre votre clignotant pour indiquer votre intention. C'est une obligation. Il faut prévenir les usagers de derrière de votre intention.
Ouais, je vais dire, ah, c'est bon, il n'y a personne, je ne le fais pas. Non, je vais le faire même quand il n'y a personne. Comme ça, quand il y aura quelqu'un, je le ferai automatiquement. Ça doit être une habitude de le faire. On doit indiquer toujours ce qu'on va faire. Là, le piéton, si on met notre clignotant, il sait qu'on l'a vu et il va se sentir beaucoup plus rassuré, tout simplement. Et je fais des appels de phare, ben, à part de lui griller la rétine, je vois pas trop l'utilité. Ouais, à quelque chose près, c'est ça. Voilà, donc là, il y a pas tellement l'utilité. Hop. Alors, dans cette situation, justement, ben, on parlait entre les feux de croisement et feux de position. Donc, c'est parfait. Donc, réponse A, je peux circuler en feu de croisement. Réponse B, je peux circuler en feu de position seul. J'insiste bien. Réponse C, je peux klaxonner en cas de danger. Réponse D, je peux uniquement faire des appels de phare en cas de danger. Allez, on met le sablier. Hop là. Yallah, c'est bon. Alors, la réponse A et B. Alors, voyons voir. Quelle est la réponse? A, B et C. Donc, Alors, on explique pourquoi, forcément. bien sûr. Donc, je peux circuler en feu de croisement ou je peux circuler en feu de position seul. Alors, pourquoi on peut circuler en feu de position seul? C'est que la rue est, donc on est en agglomération, Un aglo bien éclairé. évidemment éclairée, tout simplement. Donc, aglo bien éclairé, on peut rouler en feu de position seul ou en feu de croisement. Alors, celui qu'on utilise le plus, ce sera les feux de croisement, comme d'habitude. C'est ceux qu'on utilise le plus. Par contre, quand on a en aglo, comme là, dans la situation, c'est bien éclairé en aglo, donc on peut rouler en feu de position seul. Voilà. Et on peut rouler aussi en feu de croisement. Donc, A et B, normal. Et je peux klaxonner en cas de danger. Alors, en agglomération, que ce soit la nuit ou le jour, peu importe, on peut klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Autrement, le klaxon, on ne le touche pas. Donc, danger immédiat, c'est un danger qui va arriver de suite. Là, on peut klaxonner. Mais si ce n'est pas un danger immédiat, on ne touche pas le klaxon. Interdiction. Et par contre, c'est dû à quoi ce fait des feux de position, de pouvoir rouler comme ça? Enfin, on peut se sentir plus en sécurité au final en feu de croisement, alors que les feux de position seuls, la question c'est de dire pourquoi il y a cette règle? Pourquoi on n'impose pas à tout le monde, enfin on dit pas à tout le monde, bon ben voilà, c'est feu de croisement, comme ça au moins on voit tout le monde. Bah, vu que c'est bien éclairé, ouais, je comprends bien ta question. Vu que c'est bien éclairé en aglo, c'est surtout une question pour. C'est pas pour mieux y voir, parce qu'on n'y verra pas mieux, puisque c'est bien éclairé. C'est surtout pour être mieux vu par les autres. Mais les feux de position ou les feux de croisement, c'est vrai que les feux de croisement éclairent beaucoup plus, mais on sera quand même vu par les autres usagers. Donc c'est pour ça que même si on a les feux de position, vu qu'on va être bien vu, il n'y a aucun problème là-dessus en termes de sécurité, parce qu'on est vu quand même de loin. Parce qu'on est quand même dans la nuit, malgré qu'il y a de l'éclairage, mais les feux de position sont quand même vus. Donc forcément, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de problème de danger. Or, aglo, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce on aura des vitesses beaucoup plus élevées. Donc, vu que les vitesses seront plus élevées, il faut qu'on ait une visibilité beaucoup plus loin. Donc là, pour être les feux de croisement, on va être vu de plus loin. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça que hors aglo, il faudra être vu de plus loin. En aglo, on a une vitesse inférieure à 50 en général. Donc c'est pour ça. Ok. Alors, tac, diapo suivante. Dans cette situation, je circule en feu de route, réponse A, je circule en feu de croisement, réponse B, je circule en feu de brouillard avant, réponse C, donc pour éclairer le côté du véhicule, n'est-ce pas? Je circule en feu de position, seule, réponse D. Aïe. Alors, donc, le sablier, le temps C'est fini. est écoulé, mes chers amis. On va voir la réponse. Alors, réponse B et D. J'ai une réponse. Alors, en feu de croisement et en feu de brouillard avant aussi. Ah non, en feu de position. Ah, okay. Alors, c'est vrai que c'est pas seul. Bon. Feu de position. Alors, c'est réponse A. On va expliquer.
Voilà. Alors, pourquoi feux de position vont… Alors, quand je passe en feu de croisement, ça s'éteint automatiquement? Comment ça se passe? Non, il reste toujours actif. Quand je passe en feu de croisement, mes feux de position restent toujours actifs. Les feux de croisement, ils viennent en complément de mes feux de position seuls, d'accord? Euh, comme les feux de, comme les feux de route, hein, ils viennent en complément de mes feux de croisement, d'accord? Quand on parle de feux de position, automatiquement, ils sont toujours tout seuls. Que ce soit marqué dans la phrase ou pas, ils sont toujours tout seuls. C'est que position, d'accord? Les feux de croisement viennent en complément des feux de position. Et après, on aura les feux de route qui seront au-dessus. Dans cette situation, on est hors agglomération. On est hors agglo, c'est pas éclairé du tout. Les feux de position, on les oublie. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on disait les feux de position, c'est en agglo, bien éclairé. Là, on est hors agglo, il n'y a pas de visibilité vers l'avant, on ne croise personne. Donc là, on va circuler en feu de route pour mieux y voir, pour avoir un champ de vision plus large et plus lointain. Les feux de croisement, en fait, c'est quand on va croiser un véhicule. C'est pour ça que ça s'appelle feu de croisement, hein, tout simplement. Voilà. Donc, hors agglo, pas de visibilité, la nuit, feu de route. C'est tout. Brouillard avant, on les utilise qu'en cas de brouillard, de neige et de pluie. Alors, juste pour vous donner une indication, pour faire un petit rappel, brouillard avant, c'est brouillard, neige, pluie, donc BNP, comme la banque. Et derrière, brouillard et neige, BN, comme le bitume, pour pouvoir avoir un petit moyen mémotechnique de s'en rappeler. Et les feux de brouillard avant, justement, hors brouillard, donc il y a beaucoup de pilotes, n'est-ce pas, qui nous expliquent que c'est bien pour les routes de montagne, pour pouvoir bien voir, avoir de la visibilité en amont du virage et pour le prendre plus vite, n'est-ce pas? Ouais. Bah, les pilotes, de toute façon, un pilote, c'est sur circuit déjà. C'est pas sur la route. Donc, les feux de brouillard avant, on les oublie. Parce qu'on va éblouir aussi ceux de devant, donc ça ne sert à rien. Que en cas de brouillard de pluie ou de neige. Et par contre, si on met les feux de brouillard justement hors brouillard, on risque une amende d'ailleurs. C'est une amende 135 €. Ouais. Perte de points ou pas? Non, pas de perte de points, parce qu'on n'a pas commis d'infraction au code de la route au volant de sa voiture. C'est juste parce qu'on a mis un accessoire qu'on n'a pas besoin d'avoir. Donc, il n'y a pas de perte de points, mais il va y avoir une contravention à 135 €. Alors c'est vrai que ça se fait plus du tout parce que c'est totalement interdit, mais il y en avait aussi il y a quelques années qui mettaient les rampes de feu sur le capot aussi. Ouais, à la mode Walker Texas Ranger, comme aux States. Alors pareil, il faut rappeler que normalement on n'est pas censé modifier quoi que ce soit sur une voiture, que ce soit même les jantes. On peut refuser ah non, c'est les élargisseurs de roue, je crois, qu'on peut refuser au contrôle technique. Ouais. Les jantes, tu peux les changer du moment qu'elles ont la même dimension que les jantes d'origine. Après, il faut élargir les ailes. Donc, si tu changes tes jantes, donc là, à ce moment-là, elle peut être refusée au contrôle technique, la voiture. Et ça, c'est interdit de changer son véhicule. Alors, comme pour tous ceux qui font du tuning aussi, par exemple, il y a des choses qui sont homologuées, des choses qui ne le sont pas. Attention. Alors, Ah, ça, c'est ton domaine, ça. voilà, des lunettes de conduite de nuit. Alors, c'est les lunettes, donc, on envoie à Decathlon, soit dit en passant, ça coûte que dalle. Carglass, ils en donnent en ce moment. Carglass, pétez votre pare-brise, c'est bon. Ils en donnent, c'est. Il n'a pas compris, il prend un marteau, c'est C'est la promo. C'est la promo. Les lunettes de nuit, c'est la promo chez Carglass. Ça coûte moins de 5 balles à Decathlon, t'inquiète pas. Casse pas ton pare-brise. Alors, réponse A, permettent d'empêcher l'éblouissement. Réponse B, permettent d'agrandir le champ de vision. Ou réponse C, d'améliorer la vision nocturne. Donc, permettent d'améliorer la vision nocturne. Alors, voyons voir. Réponse C. J'ai eu comme réponse. Alors, c'est réponse A et C. Alors, très clairement, donc j'ai mis une petite, voilà, un petit avant-après. Before, after. On voit vraiment la différence en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit ici que l'on est ébloui, hein, tout simplement. Et puis on voit pas très clair, on va dire. Là ici, on voit pas trop ce qui se passe au fond.
Et quand on les met, alors c'est vraiment flagrant et c'est assez impressionnant. Quand on les met, justement, ben, on peut avoir une très bonne visibilité de nuit. Donc, c'est vraiment pas à négliger, hein, très clairement. Donc, permettre d'empêcher l'éblouissement, ben oui, très clairement. Alors, d'améliorer la vision nocturne, donc ça, on l'a dit aussi, et permettre d'agrandir le champ de vision. Alors, ce qui permettrait d'agrandir le champ de vision, ça serait de se transformer en poisson, en fait. Hein, t'en penses quoi? On met les deux yeux sur le côté et là, on agrandit le champ de vision, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais des lunettes, on est d'accord, ça agrandit pas le champ de vision. Non, le champ de vision restera toujours le même. Les lunettes, elles sont là surtout pour ne pas être ébloui. Celle-là, c'est surtout pour avoir une meilleure vision nocturne. Les lunettes de soleil, c'est pour ne pas être ébloui non plus. Voilà, mais le champ de vision, il ne s'élargira pas grâce à des lunettes. Hein. Notre champ de vision, il restera le même. D'accord? Donc, c'est vraiment principalement pour empêcher l'éblouissement. C'est pour ça qu'on voit dans l'armée, par exemple, souvent, les chasseurs alpins ont souvent ce genre de lunettes, de ce que j'ai pu voir quand ils sont sur la neige. Mais les militaires aussi. Hein. Les militaires s'en servent la nuit, hein, en montagne. Voilà. Oula. Alors, lors de longs trajets, on s'endort 2 secondes toutes les 2 heures. Réponse A. On s'endort 6 secondes toutes les 2 heures. Réponse B. Les périodes de micro-sommeil interviennent. Réponse C, de minuit à 4 heures du matin. Ou réponse D, de 13 heures à 15 heures. Ah, telle est la question. Voilà. Alors, je pense que là, vous avez eu le temps de regarder, de réfléchir un petit peu. Tac. Alors, en réponse, j'ai A et C. Alors là, la bonne réponse, c'est A, C et D. Alors, déjà, on va reprendre. Donc, heureusement qu'on ne fait pas 6 secondes de micro-sommeil toutes les 2 heures, mais par contre, on fait 2 secondes, ce qui reste quand même énorme. Ouais. Et un micro-sommeil, en 6 secondes, on sera tous morts. Et un micro-sommeil, c'est quoi? C'est on va tomber la tête, on va s'en rendre compte ou on s'endort? Alors, micro-sommeil, en fait, c'est vos yeux qui se ferment. Ça dure 2 secondes, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous en rendre compte. Par contre, si on s'endort plus, c'est pour ça qu'on appelle ça micro-sommeil. Là, si on arrive à 6 secondes, c'est une période d'endormissement. Là, ça ne va pas être la même. Par contre, là, à ce moment-là, on peut s'endormir. Vous avez les bandes réfléchissantes aussi sur la route maintenant ou sur les autoroutes qui font du bruit, qui vont vous réveiller. Le seul problème dans ce cas-là, quand vous allez vous réveiller, vu qu'on est en phase d'endormissement, notre cerveau, il ne sait plus où on est. Donc, premier réflexe qu'on va avoir quand on va ouvrir les yeux, vu qu'on n'est pas dans son lit, on va mettre un coup de volant, que ce soit à gauche ou à droite. Et en règle générale, c'est souvent à gauche. On va mettre un coup de volant. Et là, il peut y avoir un accident, mortel, corporel, matériel, peu importe. Et là, on va être sur une période d'endormissement. Période de micro-sommeil, c'est très rapide, très court, on s'en rend compte. Alors, on va secouer la tête, on va. Voilà. Et là, il faut s'arrêter assez rapidement parce que ça peut devenir très dangereux à ce moment-là. Ça arrive aussi beaucoup aux chauffeurs routiers. Ils sont souvent sur la route. Des fois, vous les avez peut-être vus avec le camion. Hein. Des fois, partir à gauche et revenir vite à droite. C'est parce qu'ils sont en période de micro-sommeil. Et ça arrive à tout conducteur. Même si on ne s'en rend pas compte. Hein. Attention. Et du coup, alors, les périodes de micro-sommeil interviennent, donc c'est entre ces 2 plages précises, ouais. entre minuit et 4 heures. Je crois que c'est principalement de 2 heures à 4 heures exactement, non? Ouais, en fait, c'est dans les heures où normalement notre cerveau est en phase de sommeil complète, où c'est là où il est en endormissement complet. Et c'est à des heures, normalement, on ne devrait pas conduire. On ne devrait pas conduire parce que c'est là où on va être beaucoup plus fatigué. Notre cerveau aura envie de dormir, tout simplement. C'est notre cerveau qui va gérer ça. Hein. C'est pas nous, hein, c'est le cerveau. Hein. C'est ce qu'un médecin, notamment, nous a dit la dernière fois, là, quand il y avait eu un rendez-vous pédagogique, où il avait évoqué le fait que c'est biologique. C'est biologique, ouais. Voilà, c'est biologique, c'est-à-dire que durant ces périodes-là, on est vraiment propice à s'endormir. Voire même, bon, il y a eu une réflexion un peu particulière de la part du médecin de dire si on dépasse minuit ou 2 heures du matin,
il ne faut pas partir. Il vaut mieux attendre après 4 heures pour partir. Alors, je vais partir d'un principe simple. Hein. Dans ces cas-là, vous avez une voiture, vous pouvez dormir un peu dedans. Ouais, ou dans le coffre. Il y a de Voilà. la place. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais Entre c'est autres, vraiment la plage horaire où vraiment notre cerveau est en phase vraiment d'endormissement et c'est très compliqué. Voilà, on va être très fatigué. Beaucoup de bâillements, on va pas être bien installé dans la voiture, les yeux qui vont picoter un petit peu. Voilà, donc là, c'est des périodes où il faut éviter de rouler. Beaucoup. Et après, entre ce que je ne vois pas, c'est 13h et 15h. de 13h à 15h, oui, tout à fait. 13h et 15h. Donc là, c'est la période après manger. C'est la période de digestion. Donc pendant la période de digestion, là, on va avoir des périodes de micro-sommeil beaucoup plus importantes. Parce que quand on est en période de digestion, on va avoir, comme tout le monde, quand vous avez bien mangé, on a envie de dormir. Et si on est au volant, ça va se passer exactement de la même façon. Souvent, j'entends dire, oui, mais quand je suis au volant, je ne vais pas le faire, je suis attentif, j'ouvre la fenêtre. Non, quand on est au volant, si on a envie de s'endormir, notre cerveau, il a dit maintenant stop, stand-by. Le cerveau va s'endormir sans qu'on s'en rende compte, comme dans notre canapé, sauf qu'en voiture, on n'est pas dans notre lit. Voilà. Et ça va arriver exactement de la même façon, même si on lutte, ça arrivera. On avait fait d'ailleurs le test sur, c'était sur un circuit où des personnes conduisaient justement. Oui. Mais dans ces périodes-là, ils n'avaient pas bu, ils avaient dormi normalement et tout ça. C'est vraiment ça. C'est des moments où ils se sont endormis, ils se sont réveillés et c'était contre leur volonté. Ils ont voulu tout faire, baisser les fenêtres, faire n'importe quoi, mais C'est pas possible. C'est comme quand on est dans son canapé, on regarde la télé et qu'on s'endort sans s'en apercevoir. C'est exactement le même principe. Pareil. Alors, après un repas, donc un petit repas frugal, n'est-ce pas? Oh, ouais, il y a une grosse dinde, non? La petite dinde des familles. La petite dinde d'Alfao. Alors, après un repas, boire de l'eau me fera augmenter mon attention au volant, réponse A, ou je devrais faire une mini-sieste de 20 minutes avant de prendre la route, réponse B. Voilà, les réponses ont été relativement rapides. Ouais, c'est la fin, c'est pour ça. Réponse B. Réponse B, après la dinde. Voilà, alors, bien évidemment que de boire un verre d'eau, ça va pas nous donner plus d'attention. On est bien d'accord. On reste dans la logique. Boire de l'eau me fera augmenter mon attention au volant. Ben non, je devrais faire une mini-sieste de 20 minutes avant de prendre la route. 20 minutes de mini-sieste, ça représente on reprend combien d'énergie? Si on parle en pourcentage. Si on parle en pourcentage, alors sans parler de pourcentage, on peut parler en pourcentage, mais on va reprendre. On va pas reprendre toutes les facultés qu'on a parce qu'on a déjà progressé dans la journée, mais on va récupérer un maximum, environ entre 50 et 60% de notre énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, si on ne parle pas que de la route, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup d'employeurs ont mis à disposition des salles de repos pour faire la sieste, pour être beaucoup plus réactif l'après-midi, parce que le matin, on est réactif, c'est là où on est le plus réactif, l'après-midi, beaucoup moins. Le fait de faire une sieste de 20 minutes, on va récupérer 50 à 60% de son potentiel intellectuel et physique, et à ce moment-là, on va être beaucoup plus opérationnel derrière. Et on dit en général 15 à 20 minutes. Voilà. Donc, si on fait ça, on va récupérer un peu plus de facultés pour être meilleur l'après-midi, tout simplement. Okay. Alors, envoyer un texto en conduisant. C'est logique. Ouais. C'est normal, hein. Si c'est ton passager, ouais. D'ailleurs, donc n'entraîne pas de perte de points, réponse A. Parce qu'après tout, on ne téléphone pas, on envoie un texto. Hein, voilà. Est une infraction, réponse B. Diminue ma vigilance, réponse C. Ou est un risque d'accident, réponse D. Alors, je pense qu'il y a une question de logique là, hein, encore. Alors, réponse G, proposé B, C et D. Alors. B, C et D. B, C et D. B, C et D, parfait. Alors, pourquoi ça entraîne des pertes de points? Bon, très clairement,
c'est une infraction, mais c'est surtout un risque d'accident. C'est dangereux. On diminue complètement notre attention. Et la perte de points, elle monte jusqu'à 3 points. Donc, ces 3 points, hein, que ce soit jeune conducteur ou conducteur expérimenté, téléphone tenu en main, même si on n'envoie pas de texto ou qu'on n'appelle pas, si on a le téléphone en main, c'est 3 points retirés sur le permis de conduire. En sachant que vous, jeune conducteur, c'est la moitié de votre permis, et ce qui veut dire un stage de sensibilisation à faire obligatoirement, juste pour avoir le téléphone tenu en main. Pourquoi? Parce qu'on a un manque d'attention. Et forcément, on ne peut pas réagir correctement. Quand on va lever les yeux sur la route, il y a des informations qu'on n'aura pas vues. Donc, c'est pour ça que ça entraîne aussi une perte de points. Et dans le projet mobilité, le gouvernement avait voulu mettre en place que téléphone tenu en main. Comment? Si tu fais une infraction en tenant le téléphone en plus à la main, on peut se faire suspendre le permis de conduire, hein, ou annuler le permis de conduire, hein, si on fait une infraction avec ça, hein, d'accord? La pire des excuses que l'on a, nous, justement, quand on nous dit que on a suspendu, enfin, on m'a retiré des points, pourtant j'ai juste attrapé mon téléphone et je l'ai posé. Ouais. Parce que j'ai une tête de sgeg aussi. Hein. Ouais. Il faut vous dire que la gendarmerie ou la police, hein, ça dépend où, ils sont pas là, enfin je veux dire, ils se lèvent pas en ayant pour but d'enlever le maximum de points. Ils sont pas rémunérés par rapport à ça. Ils vont le faire par rapport à la sécurité et principalement avant même de le faire par rapport à la loi. C'est que s'il y a une loi, c'est qu'il y a une question sécuritaire. Et eux, c'est ce qu'ils ont en tête. Quand les personnes rentrent dans la gendarmerie ou la police, c'est pas le salaire qui les fait vibrer. Ah, pas trop. Ah non. Voilà. Ce sont des personnes qui ont vraiment une passion, qui veulent vraiment faire les choses bien. Donc voilà. Et encore une fois, là, on va jouer sur la perte du temps de réaction avec un manque d'attention. Et là, ça peut vraiment faire des dégâts, surtout en ville, où là, ça va être avec des piétons. Voilà. Et là, il y aura des dégâts irréversibles à ce moment-là. Hein. Donc, c'est pour ça que le téléphone, on le laisse où il est. Donc, c'est une infraction. Par contre, imaginons, je renverse justement une personne et j'ai mon téléphone à la main. Ça se transforme en délit, du coup? Ça devient un délit. Automatiquement, ça devient un délit routier. Alors, c'est une infraction si on l'a juste dans les mains ou qu'on téléphone, on envoie un texto parce qu'on n'a pas causé de dégâts à autrui. Donc là, jusque-là, ça reste une infraction. Donc, 135 € d'amende, 3 points retirés sur le permis de conduire. Par contre, si on vient causer un accident, mortel, corporel, voilà, peu importe, là, ça devient un délit. C'est un délit routier et là, c'est passible du tribunal. On encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Tout dépend de comment la personne va être aussi en face. S'il y a décès, ça peut être plus important. Et on encourt jusqu'à 75 000 € d'amende. Un détail. C'est tout. C'est un détail. 75 000 € d'amende, 7 ans d'emprisonnement, c'est un détail. Petit détail. Petit. Donc, le téléphone, il reste où? Diminue ma vigilance. Bon, ben voilà, c'est une évidence. Alors, je vais faire un petit aparté au niveau du téléphone. Avant de le faire, je vérifie quand même. Ah ben oui. Donc non, je ne fais pas l'aparté. Non, évite. Est un risque d'accident. Ben oui, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, la suivante, justement, téléphoner au volant augmente mon attention, réponse A. Augmente mon temps de réaction, réponse B. Baisse ma vigilance, réponse C. Peut entraîner la perte de 3 points, réponse D. Je m'entraîne pour le poste de dictaphone auprès des fournisseurs. Ah, il y a Lola qui a envoyé un message. Ah, tac. C et D. Alors, j'ai C et D d'un côté. Et de l'autre, C et D aussi. Parfait. Alors, tac. Alors, c'est B, C et D, exactement. Donc, comment faire attention à ces notions? Je pense que tu es d'accord avec moi. Réduire, augmenter. Ça, c'est. Ouais, parce qu'en fait, alors, juste un truc, un petit conseil pour tout le monde.
Essayez de lire et surtout de comprendre, de ne pas lire trop vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre augmenter et diminuer, des fois, on peut se faire avoir. Pourquoi? Parce que on va lire trop vite et on va se dire, ouais, c'est ça. Il faut faire attention. Là, on dit, augmente mon attention. Donc là, bon, on sait très bien que non, ça ne l'augmentera, ça ne va pas l'augmenter. Par contre, si on lit trop vite, on peut se dire, augmente mon temps de réaction. On ne sait pas. Donc, il faut faire attention entre augmenter et diminuer. Si on lit trop vite, on peut comprendre la question dans l'autre sens. D'accord? Donc là, à ce moment-là, ça augmente mon temps de réaction. Forcément, mon temps de réaction, en règle générale, il est en moyenne 1 seconde. Voilà. Quand on n'a pas bu, on n'a pas fumé, on n'a pas pris de sucre, on n'a pas pris de médicaments, on n'est pas fatigué. Voilà. Notre temps de réaction est en moyenne 1 seconde. Là, à ce moment-là, quand je suis au volant, et ça nous est arrivé à tous, par exemple, juste un petit aparté, quand vous êtes passager et que vous avez le téléphone, vous répondez, on est dans la conversation, hop, quand on raccroche, on se dit, oh, on est déjà là. En voiture, c'est pareil. Donc, mon temps de réaction, il va être beaucoup plus long parce qu'on ne va pas avoir les choses correctement. Notre cerveau, il est impliqué dans autre chose. Il faut savoir que quand on est au téléphone, on est dans la conversation, on imagine ce qui se passe et on imagine la personne qui nous parle. Donc, ce qui se passe sur la route, forcément, on va zapper des informations, c'est obligatoire. Là, en plus, le téléphone sur l'image, il est tenu en main, ça va être 2 fois plus de danger. Donc, ça va augmenter forcément mon temps de réaction. Et mon temps de réaction, aujourd'hui, on ne peut pas dire de combien il peut être. Tout va dépendre de comment on va réagir. Mais dans moyenne, il est d'1 seconde. Et on va pouvoir que l'augmenter. Baisse ma vigilance. Bah oui, ma vigilance, forcément, elle sera baissée parce qu'on sera dans notre conversation et moins sur ce qui se passe autour. Alors, juste un truc, ils ont fait une étude il y a quelques années en arrière, quand le phénomène du téléphone s'est développé de plus en plus en voiture, parce qu'aujourd'hui, c'est l'infraction qui est la plus relevée en voiture. Ils ont pris 2 femmes. Ne me demandez pas pourquoi 2 femmes, c'est comme ça, ils ont pris 2 femmes. Ils ont pris 2 voitures identiques, 2 Twingo, et ils les ont fait rouler sur un circuit. Une femme qui avait un téléphone au volant qui envoyait des textos, et une femme qui roulait normalement en étant vigilante. Ils envoyaient un ballon, simplement un ballon. Celle qui envoyait le texto, elle explosait le ballon, hein, forcément, parce qu'elle ne l'a jamais vu arriver, parce qu'elle était sur son téléphone à envoyer des textos. Celle qui était concentrée, forcément, elle a pu éviter le ballon. Donc, c'est pour ça que le téléphone, qu'il soit tenu en main ou qu'on soit en appel téléphonique, même le Bluetooth, dans les voitures, il est intégré dans la voiture, mais on reste quand même dans notre conversation. Donc, ça, on peut le faire, c'est déconseillé, mais c'est toléré. Mais on est quand même dans la conversation. Et peut entraîner la perte de 3 points, mais je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est 3 points sur le permis de conduire. Et en fait, quand on voit augmente mon temps de réaction, on peut le confondre souvent avec améliore. Améliore mon temps de réaction aussi. Ouais. Voilà, alors que non, augmente, c'est on le rend plus long. Donc le temps de réaction plus long, c'est pas bon, tout simplement. C'est pas bon. Non. Donc baisse ma vigilance, tu l'as dit, peut entraîner la perte de 3 points, on l'a dit justement tout à l'heure. Il y a eu une étude justement par rapport à l'attention que l'on peut avoir de manière générale. Ils avaient fait, en fait, ils faisaient compter. Donc, il y avait un petit film où il y a des personnes qui faisaient des passes au volet, en fait, les uns aux autres. Ouais. Et il fallait, on demandait aux personnes de compter justement le nombre de passes. Donc, on était là, ouais, 1, 2, 3, tac, 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 tac. Et à la fin, ok, bon, il y a eu combien? 8 passes. Tout le monde était content de répondre. Et en fait, est-ce que vous avez vu le dinosaure qui est arrivé en plein milieu? Personne ne l'a vu celui-là. Personne l'a vu. En fait, il y a un mec déguisé en dinosaure avec un vieux déguisement pourri qui arrive en plein milieu comme ça, ouais, machin, il repart. Personne l'a vu. En fait, tout le monde l'a zappé celui-là. Le cerveau est focalisé sur ce qu'on veut bien lui donner. Comme info. Voilà. Donc, typiquement, je fais un autre parallèle. Pareil, il y en avait un qui avait fait ça avec des couleurs. Où c'était, voilà, ben là, vous allez retenir dans cette pièce tous les objets rouges. Voilà, vous regardez, vous visualisez bien rouge, rouge, rouge. Fermez les yeux. OK, il y a combien d'objets bleus? Personne n'a pu se souvenir de ça. Rouge. Donc, l'attention chez l'être humain, on a un cerveau qui est merveilleux, mais c'est relativement fragile. C'est-à-dire que très fragile. Avec ça, quelque chose qui arrive et qui est inattendu, on a déjà du mal à intervenir. Donc, si on rajoute par-dessus le téléphone qui capte l'attention, pourquoi il capte l'attention plus qu'une conversation? C'est simplement que notre cerveau va devoir imaginer la scène.
Donc, il va exactement. devoir faire un effort, il va enlever peut-être 60-70% de l'attention. Donc, voilà le pourquoi du comment, en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Bon, bah, écoutez, du coup, voilà, on arrive à la fin de ce cours de code. Alors, en espérant que ça a pu apporter à ceux qui ont participé. Il sera donc sur la chaîne YouTube également. Donc, vous allez pouvoir le revoir ou voir ceux qui le voient pour la première fois. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Yannick. Non, après, là, on a voulu changer un petit peu par rapport au cours qu'on avait fait ces derniers temps, faire une série de codes. Voilà. Après, on va revenir sur des cours classiques, en sachant que, voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur YouTube qu'on a pu mettre aussi en place aussi pour la pratique. Donc, sur l'installation sur le simulateur, l'installation en voiture, les vérifications intérieures et extérieures sur les questions techniques aussi, l'utilisation du volant sur le simulateur aussi. N'hésitez pas à aller les voir. Bon, vous ne faites pas gaffe aux mecs qui parlent, mais n'hésitez pas à aller les voir quand même. C'est super important parce que comme ça, quand vous allez retourner en formation, vous aurez. C'est pour ça qu'on met ça aussi en place, pour que vous ayez des éléments. Et quand vous arrivez en formation, vous n'êtes pas perdu. Vous avez quand même les informations et n'hésitez pas à aller les voir par rapport à ça. Ne restez pas inactif. Comme ça, dès qu'on va pouvoir reprendre, que ce soit la pratique ou la théorie, on sera opérationnel et on n'aura pas eu de décalage dans la formation.